Bonjour, on est vendredi 23 mars. Et aujourd'hui, pas de finance, pas d'économie, on parle d'autre chose, on parle d'un autre sujet, on parle de linguistique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de linguistique? Parce qu'il y a un mot dont je voudrais vous parler, je voudrais analyser son fonctionnement. C'est un mot que j'ai entendu pour la première fois sans doute ces jours derniers, et je ne suis pas allé regarder la définition du dictionnaire parce que bon, les contextes dans lesquels ce mot était utilisé rendaient son sens assez simple à comprendre. Alors, ce mot, ça, c'est le mot instrumentalisé. Voilà. Vous ne connaissez pas. Comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, on l'utilise de la manière suivante. Instrumentaliser, c'est prendre un vieux préjugé qu'on avait, prendre un fait d'actualité et dire du fait d'actualité, regardez, cela illustre ce que je vous avais dit. Mais ce n'est pas une vraie illustration, puisque le principe qu'on part, le principe qu'on dit illustrer, c'est quelque chose qui n'a pas de fondement, c'est un préjugé, c'est quelque chose qui n'est pas justifié. Alors, j'ai déjà suggéré quel est le mot contraire du mot instrumentalisé, c'est le mot illustrer. Si j'ai développé une théorie qui est tout à fait justifiable et qu'un fait d'actualité illustre ma théorie, je peux dire effectivement ce fait d'actualité illustre ce que j'avais dit. J'avais expliqué une chose, j'avais dit ça se passera de telle manière et ça s'est passé de telle manière. Je vous donne un exemple. Je parle assez souvent ici de ce qu'on appelle la planche à billets, le quantitative easing, qui est l'expression sympathique pour dire la même chose, c'est-à-dire créer de l'argent, non pas parce que la richesse est créée, mais créer de l'argent parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a un grand trou qu'on doit combler. Alors, je dis depuis un certain temps, la politique de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, et la politique de la Banque centrale européenne sont des politiques qui peuvent conduire à l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est quand la monnaie perd de sa valeur et qu'on est obligé de remplir une brouette de billets de banque pour aller acheter du pain à la boulangerie du coin. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise ces termes-là. Alors, si jamais l'hyperinflation venait, et que je fasse un discours en disant regardez, je l'avais bien dit, quelqu'un me dira vous instrumentalisez parce que en fait, regardez, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à pas de chance, et vous êtes là à vous faire des gorges chaudes en disant je l'avais bien dit, etc. Mais c'est pas du tout parce que c'est le mécanisme que vous aviez décrit, non, c'est la faute à pas de chance, c'est un événement comme ça, et vous profitez de la misère du monde, de choses qui sont tragiques, de choses qui sont terribles, pour essayer de vous faire mousser vous-même. Et en fait, il n'y a pas de lien véritable entre ce que vous aviez raconté, qui était en fait un préjugé, et ce qui est en train de se passer. Et vous voyez comment fonctionne ce mot instrumentaliser. On ne dit pas j'instrumentalise, tu instrumentalises. Non, ça fonctionne différemment. On dit j'illustre mes propos et tu instrumentalises. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu des mots, chers amis linguistes, est-ce que vous avez déjà vu des mots qui fonctionnent de cette manière-là? Eh bien oui, savoir et croire. Et j'en parle au moins dans certains de mes ouvrages. Je parle de savoir et croire parce que ça fonctionne de cette manière-là. Je sais que les pommes sont rouges et tu crois, crétin que tu es, que les pommes sont vertes. Bon, on ne dit pas je crois, crétin que je suis, que les pommes sont vertes et tu sais que les pommes sont rouges. Non, non, on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que le crétin, entre parenthèses, on l'applique toujours à l'autre. Le préjugé, il est de ce côté-là, c'est qu'on n'est pas un crétin soi-même, qu'il n'y a que les autres qui sont des candidats possibles à la crétinerie. C'est pour ça qu'on peut dire je sais, tu crois, j'illustre mes propos, tu instrumentalises un événement qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on fait avec des mots comme ça? On fait deux catégories. Il y a moi, et éventuellement les gens comme moi, on peut dire nous savons et vous croyez, on peut dire nous illustrons nos propos et vous instrumentalisez, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on part d'un principe qu'il y a deux catégories, et c'est pour ça que j'ai employé le mot crétin entre parenthèses, il y a deux catégories, les gens comme moi et les crétins qu'on met entre parenthèses. Alors, quand on analyse un fait d'actualité où on reproche à quelqu'un d'être une personne qui considère qu'il y a les gens comme lui qui méritent de vivre et les gens qui ne sont pas comme lui et qui ne méritent pas de vivre, et qu'on analyse ces choses-là en utilisant soi-même des catégories qui font la même division, c'est-à-dire entre moi le génie et vous le crétin, on fait la même chose. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu parler de linguistique aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter là, parler uniquement de linguistique? Non, il faut étendre ce que je dis sur nous et les autres. Les autres ne méritant pas de vivre pour une raison quelconque. Et il faudrait mieux qu'ils déguerpissent ou qu'ils disparaissent entièrement. Non, il faut dire des choses un peu supplémentaires. Voilà. Bon, moi j'ai étudié les sciences sociales. J'ai eu des cours sur les religions. On m'a parlé du christianisme, on m'a parlé de l'islam dans ces cours. J'ai eu des professeurs qui étaient des professeurs qui avaient réfléchi à ces questions-là et qui avaient bien réfléchi à ces questions-là et qui n'en parlaient pas comme ça à partir de préjugés quelconques qu'ils avaient quelque part dans leur cerveau. Non, qui analysaient la manière dont ça fonctionnait. Bon. Alors, le principe d'une guerre contre ceux qui sont différents, c'est pas un bon principe. S'il y a des religions qui mettent ça à l'intérieur, des choses qu'elles disent comme des choses importantes, c'est pas une bonne idée. Bon, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas qu'on vive ensemble. Ça ne permet pas qu'on fasse. Des guerres saintes, ça ne permet pas qu'on vive facilement ensemble. Bon. Alors je ne dis pas qu'il y en a qui font que des guerres saintes et d'autres qui n'en ont jamais fait. Je connais des religions qui ne font plus de guerre sainte, mais qui en ont fait à une époque. Voilà, je ne vais pas donner des exemples, je ne vais pas remonter au Moyen-Âge. Sur la place, je vais quand même dire sur la place royale à Bruxelles, la ville où je suis né, il y a la statue de Godefroy de Bouillon. Alors, ce Godefroy de Bouillon, ce n'était pas un philanthrope, ce n'était pas un sage, c'est quelqu'un qui est allé faire des croisades. Bon, ce n'était pas une bonne idée. Faire des croisades, c'est jamais une bonne idée. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut dire. Alors, mais il y a des manifestations différentes du fait de dire vous les crétins et nous les bons. Bon, on peut avoir, il y a des pays où on peut exister des situations où la violence était relativement cachée, et on pouvait prétendre même à des fonctionnements pseudo-démocratiques de ces sociétés, mais qui étaient en fait des sociétés de la séparation. Ce mot séparation, en hollandais, ça se dit apartheid. Bon, c'est une construction à partir du français à part. On a fait apartheid. C'est le fait de deux poids, deux mesures à l'intérieur de population. C'est pas un bon principe non plus. C'est la même chose, c'est toujours la même idée. Il y a vous, il y a nous. Et nous, on est les bons et vous, vous êtes les méchants. Bon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, quelle est la solution à ça? La solution à ça, on pourrait dire, voilà, ben, c'est pas de guerre, pas de guerre contre les autres, pas de guerre contre les infidèles. Aimons-nous les uns les autres. Et alors là, on pourrait me dire, ah oui, mais ça, c'est votre religion à vous qui raconte ça, et la religion à moi, elle dit quelque chose de différent. Bon, c'est une question que j'ai déjà abordée dans des billets, et j'ai repris ça dans mon livre Le capitalisme à l'agonie. J'ai appelé ça étendre la sphère du nous, arriver à étendre la sphère du nous. Et pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce qu'on est dans le même bateau. Alors, ça, ce serait ma justification à moi pour le faire. Mais je vais vous raconter une histoire. Je vais pas me rester là parce qu'on va encore me dire, oui, mais ça, c'est votre truc à vous, et nous, on pense autrement, et on n'en sort pas, on reste au niveau de utiliser le mot instrumentalisé, ou de dire je sais et tu crois. Bon. Alors, j'ai terminé. Je terminais simplement par une parabole. Une parabole et une parabole que je vais appeler la parabole, j'invente un nom, la parabole de la pétoche. Voilà, la parabole de la pétoche. Qu'est-ce qui peut nous forcer à réfléchir et à se dire qu'il faut étendre la sphère du nous et qu'on n'a pas le choix? Eh bien, le mot est là, c'est le mot de pétoche. Je vais expliquer. La parabole de la pétoche, ça se passe en Afrique. C'est une expérience que j'ai eue. Ça se passe dans les années, je vais essayer de les situer avec précision. Ça se passe en 1985. Voilà. Je suis devenu un spécialiste des pêches pour les Nations Unies. Je travaille pour la FAO. J'ai travaillé à une époque comme fonctionnaire, puis je travaille à ce moment-là comme en mission. Je suis en mission et on me dit la chose suivante. On me dit, il y a du poisson au Congo. Il y a des poissons devant les côtes du Congo. Et les pêcheurs locaux n'arrivent pas à le pêcher. Alors la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à le pêcher, c'est la raison suivante. C'est que quand on met un certain nombre de pêcheurs qui habitent sur la côte, qui appartiennent à une ethnie particulière, on met les 12 qu'il faut dans un bateau, ça ne dure pas très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations de sorcellerie qui arrivent très rapidement, ça fait partie de la culture locale. On ne s'entend pas,
on s'entend pendant quelques jours, on s'entend peut-être pendant quelques semaines, et au bout de ces quelques semaines, ça ne fonctionne plus parce que l'équipage explose, parce qu'on est en train de s'accuser mutuellement de choses qui arrivent, que la mer soit mauvaise, qu'on ne pêche pas de poissons, et ainsi de suite. On peut aller chercher derrière, moi ça m'est arrivé, je suis allé derrière ces explications. Ça m'est arrivé en particulier dans le cas de la pêche en Bretagne, où j'ai vu que quand il y a des accusations de sabotage, ça arrive aussi dans certains équipages. Souvent, il y a des raisons économiques derrière, c'est pas aussi simple. Enfin bon, il y a des cultures aussi, il y a aussi des choses qu'on croit. Et alors, qu'est-ce qui se passait dans ces pays-là? C'est pas que les gens restaient à la maison parce qu'ils n'allaient pas pêcher. Ils allaient, ils allaient quand même dans des bateaux. Et dans ces bateaux-là, ils ne mouftaient pas, ils travaillaient et on ramenait du poisson. Et quelle était l'explication? C'est que ces équipages-là, ceux qui marchaient avec les pêcheurs locaux, étaient dirigés par un pêcheur qui n'était pas un pêcheur local. C'était un pêcheur qui venait de loin et qui venait souvent d'un pays où la religion locale avait un nom qui est bien connu, c'est la religion des Vaudounes. Les Vaudounes, ce sont les saints, ce sont les saints qui dirigent les églises, ça ce sont les Vaudounes, ce sont des personnages sacrés dont on parle. Et la religion des Vaudounes, il se fait qu'elle a une très grande réputation, même ailleurs, même à des endroits où elle n'est pas née. Elle est née au Dahomey, qu'on appelle aujourd'hui le Bénin. Je rappelle toujours qu'il y a une époque où nous, les Européens, on appelait ce pays la côte des esclaves, parce que c'est toujours bon à retenir, c'est toujours bon à savoir, ça peut nous faire réfléchir aussi quand on parle des autres peuples, que ce sont des peuples qui habitent dans des pays qu'on a appelés à une époque la côte des esclaves. Voilà. Et les gens qui viennent de là, ils ont cette religion qui a une très grande réputation, qui fait très peur, qui est une religion qui fait des juju, comme on dit. C'est quoi des juju, comme on dit localement? C'est quoi des juju? Ce sont des sorts, comme dans jeter un sort. Voilà, c'est des juju, ce sont des petits objets, ce sont des choses, etc. Et moi, je me souviens d'un équipage qui fonctionnait très bien. Et quand je parlais aux pêcheurs locaux qui travaillaient dans cet équipage, ils me disaient oui, mais c'est parce que le patron, il a un poisson magique. Et ce poisson magique, je voyais bien que c'est un poisson magique qui fait très peur, qui fait très peur. Et ça permettait qu'on peut mettre ensemble des gens qui autrement se seraient accusés rapidement de sorcellerie les uns les autres, de les faire travailler ensemble parce qu'ils avaient, d'où le nom de ma parabole, parce qu'ils avaient la pétoche, parce qu'ils avaient peur du poisson magique que leur patron avait. Alors, c'est quoi la leçon? La leçon, c'est la suivante. C'est que la pétoche peut quand même nous obliger à étendre la sphère du nous. Voilà. Pourquoi est-ce que la pétoche peut nous aider dans cette bonne direction? Eh bien, parce que nous sommes effectivement dans un seul bateau. Il y a une époque où on pouvait imaginer que les gens qui habitaient en Chine, ils habitaient à l'autre bout de la Terre, et puis on ne savait même pas ce qu'il y avait au bout. Après, il y avait peut-être, comme dans certaines imaginations, une grande falaise dans laquelle les océans tombent. C'était bien possible parce qu'on n'en savait rien. Maintenant, on sait, on a fait le tour de la Terre, on le fait plusieurs fois, on peut le faire pratiquement dans 2 journées. On peut le faire en avion, on peut faire le tour de la Terre. C'est un truc restreint. C'est un seul bateau dans lequel nous sommes tous. Et nous sommes bien obligés, parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on va tout faire péter, on est bien obligé de vivre ensemble sur ce truc. On ne peut plus se permettre de dire eux les crétins et nous les bons. On ne peut pas parce que la Terre est devenue trop petite. Nous sommes devenus trop nombreux à la surface de la Terre, ou la Terre est devenue trop petite. C'est la même histoire, mais ça nous oblige à devoir étendre nécessairement. Si on veut qu'on continue, si on veut qu'on soit toujours là dans 200 ans, on est obligé d'étendre la sphère du nous. On n'a pas de choix. Voilà. C'est là-dessus que je termine. C'est la leçon de la semaine écoulée. C'est pas de l'économie, c'est pas de la finance, mais il y a parfois des choses auxquelles il faut réfléchir parce qu'elles sont très importantes, qui sont d'un autre ordre. À la semaine prochaine.